Bonjour et bienvenue sur le plateau de Parlons peu, parlons bien. Cette nouvelle émission sera dédiée exclusivement à l'investissement immobilier. Pour parler de ce sujet assez technique, même si ça reste un sujet que les Français adorent, j'ai avec moi deux invités de marque. Tout d'abord, j'ai Pierre-Jean Carreras qui est notre conseiller Capifrance, expert en investissement. Bonjour Pierre-Jean. Bonjour Philippe et bonjour à toutes et à tous. Et puis j'ai également à mes côtés la chance d'avoir Franck Fargerel qui est le directeur des équipes finances de Cheval Blanc Patrimoine. Bonjour Franck. Bonjour Philippe, bonjour à vous tous. Vous allez bien, vous êtes en pleine forme? Super. Parfait. Alors, première question, l'investissement immobilier, paraît-il, reste l'investissement préféré des Français. D'abord, est-ce que c'est juste, Franck? Alors, je ne pense pas. En termes de flux, l'investissement préféré des Français reste le livret A, qui est pour moi un placement de trésorerie. Et ensuite, l'assurance vie. Donc, l'investissement immobilier arrive en troisième position. Bon, alors qu'est-ce qui fait, malgré tout, même si on est médaille de bronze sur l'investissement immobilier, que les Français aiment l'investissement Pierre-Jean? Alors c'est une question qu'on pose régulièrement à nos clients investisseurs il y a évidemment différentes réponses qui arrivent sur la table. La plus fréquente, c'est la sécurité de la pierre. Le marché immobilier, ça reste, et je pense qu'ils ont raison, ça reste un marché extrêmement résilient qui subit des fluctuations mais qui les encaisse plutôt bien. Par rapport à d'autres types de supports d'investissement. Et puis si on regarde, si on projette sur moyenne et longue durée, on constate que le marché de la pierre, il continue à évoluer positivement dans le temps. Et ça, c'est extrêmement rassurant pour nos clients. Quand on dit évoluer positivement, c'est-à-dire entre la valeur d'achat à un instant T et la valeur de revente, c'est ça? Absolument. Et cette valeur, elle peut évidemment fluctuer, comme sur tout marché. Mais si on regarde ça avec de la profondeur de temps, on constate qu'elle a évolué positivement et que les marchés continuent à grimper. Bon, bonne nouvelle. Sur les trois grandes motivations qui font que les Français font le choix d'investir dans la pierre, j'ai cru comprendre, enfin c'est pas que j'ai cru comprendre, j'ai constaté qu'il y avait la recherche de revenus additionnels, la volonté d'optimiser sa fiscalité, ça va peut-être être un peu accordé dans quelques mois, ça on ne sait pas, et puis se constituer un patrimoine et le transmettre. Si on prend ces trois grands drivers, quel est celui qui l'emporte le plus par rapport aux autres? Pourquoi les Français investissent dans la pierre? Alors déjà, si tu me permets Philippe, je pense que l'optimisation de la fiscalité ne doit pas être un objectif en soi. Je pense qu'on ne fait que des mauvais investissements. C'est une lucarne, en tout cas, que j'essaye d'éviter dans le regard des investisseurs. C'est avant tout un investissement immobilier, certes avec optimisation fiscale, mais avec les règles d'un investissement immobilier, donc les cases à cocher. Donc c'est pour ça que celui-là, je le mettrai un peu derrière. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le patrimoine à transmettre est une des premières motivations, en tout cas des investisseurs que j'accompagne. Alors je reviens sur les investissements qui ont normalement, qui ont pour souvent motivation l'optimisation fiscale, tu dis c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est ça que je comprends. Et on ne regarde que la cerise à ce moment-là, voilà. malheureusement. Il faut l'aborder comme un vrai investissement, c'est-à-dire une vraie rentabilité. Alors pas forcément la rentabilité, c'est un autre débat, puisque lier un investissement qui a un avantage fiscal avec la rentabilité devient compliqué. On va parler du Pinel qui disparaît le 31 décembre, mais comme vous avez des loyers limités et puis des plafonds de ressources limités, font que mécaniquement ça limite la rentabilité. Donc je ne veux pas parler de rentabilité, mais c'est simplement que chercher à gagner des impôts, pour moi, n'est pas un objectif patrimonial. D'accord, ok. Donc là, dans cette optique, on cherche quoi? Donc à se constituer un patrimoine. Exactement. D'accord. À donner un peu de sens, parce qu'il faut rappeler que le Pinel avait quand même le sens de pouvoir permettre à une population d'accéder au logement. Donc on oublie le sens dans un investissement, mais je pense que c'est important d'y participer. Et en effet, de pouvoir avoir cet avantage fiscal et de préparer un futur parc immobilier diversifié. Alors on parle souvent, enfin, quand on parle d'investissement immobilier, on a souvent le réflexe de penser à l'immobilier neuf. Pierre-Jean, l'investissement, c'est pas forcément dans le neuf, ça peut être aussi ce qu'on appelle dans l'ancien. Absolument. Alors il faut rappeler que l'ancien, c'est tout ce qui n'est pas neuf, ça peut être du très récent. Quelles sont les opportunités en la matière? Qu'est-ce qui pourrait faire que je vais plutôt aller faire de l'ancien alors que je pensais que le neuf était la meilleure solution? Alors les opportunités, elles sont diverses, mais par rapport à ce que tu évoques Philippe, en fait, si on regarde les chiffres, il y a beaucoup plus d'investissements en termes de transactions immobilières sur de l'immobilier existant que sur de l'immobilier neuf, ce qui
qui vient contrecarrer des idées reçues. Du fait du parc déjà qui est plus important. Du fait en du taille. parc qui est plus... Et donc les volumes de transactions sont bien là. On a beaucoup plus d'investissements sur l'existant. Après, sur quel type d'immobilier, quel mode d'exploitation, quel cadre fiscal je vais aller, c'est une excellente question et la réponse, elle va être personnalisée. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas dire aujourd'hui, voilà, c'est là-dessus qu'il faut investir, il faut tous qu'on se rue sur ce type d'investissement. Ça n'a pas de sens parce que quand on va faire de l'investissement, il y a notamment des impacts fiscaux qui sont très différents d'un type d'investissement à un autre. Il faut surtout faire le mariage intelligent entre mon profil patrimonial, fiscal, mes objectifs de vie, mon horizon d'investissement, etc. et puis ce sur quoi je vais investir. Donc, j'ai intérêt, dans ce sens-là, à être accompagné, parce que la fiscalité en France, c'est pas toujours très très simple. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre également. Et donc, on part du principe qui est d'investir, et puis il vaut mieux avoir travaillé en architecture ouverte, et en fonction de sa situation personnelle, se dire c'est plutôt là qu'il faut aller, plutôt que là. Absolument. Je crois aussi avoir noté que quand on regarde les investisseurs immobiliers, ils sont souvent multipropriétaires. Il est rare que les gens achètent qu'un appartement, souvent ils en achètent peut-être un deuxième ou un troisième. Est-ce que, un peu comme en bourse, moi je ne suis pas du tout un spécialiste de la bourse, mais j'essaie de m'éduquer un peu, vous allez conseiller de varier les investissements? C'est-à-dire que, alors déjà on a des contraintes, si on faisait du Pinel, on ne pouvait pas en faire 5 d'un seul coup. Quelle est votre approche là-dessus? Même si vous allez me répondre, ça dépend de la situation de l'investisseur, mais est-ce que c'est bien de conseiller des investissements un peu différents? Alors, ça peut avoir du sens déjà en fonction de la capacité d'endettement, parce qu'on parle de plusieurs biens, mais ça reste quand même quelque chose d'important dans la stratégie. Moi, j'aime bien diriger les clients qu'on accompagne vers des choses pour lesquelles ils ont une certaine sensibilité et également un résultat, d'accord ? À la différence des placements financiers que je connais très bien, vous avez une diversification parce que vous évitez la corrélation et que vous souhaitez diluer le risque. Le risque en immobilier n'est pas le même, d'accord ? Donc ça ne sert à rien fondamentalement d'avoir une stratégie immobilière qui ressemble à une stratégie financière puisque les risques ne sont pas les mêmes et la relation systémique n'est pas la même. Donc si vous achetez un bien immobilier à Lille ou à Marseille, vous n'allez pas avoir une crise sur une ville et pas une crise sur l'autre. Donc les marchés sont un peu liés. Donc je ne suis pas trop sur la diversification, c'est plutôt en effet leur objectif, leur sensibilité et puis également est-ce qu'il y a de la rentabilité. Je vais prendre un dernier exemple. On parle souvent de grosses villes, de villes qui rassurent. Aujourd'hui, moi, je mets un point d'honneur à intéresser les gens vers des villes intermédiaires pour lesquelles le foncier n'est pas encore très cher et pour lesquelles la rentabilité va être beaucoup plus élevée. Ouais, donc tu as un prix d'achat qui est plus faible, exactement, avec des niveaux de loyer qui ne sont pas si faibles que ça, et du coup, à l'arrivée, c'est plus intéressant. Ok, très clair. Alors justement, je t'écoutais, tu disais, moi j'essaye d'accompagner mes clients sur des projets sur lesquels ils ont une sensibilité. Et là, j'ai souvent échangé avec des conseillers sur le terrain qui sont surpris que l'investisseur immobilier réfléchisse dans le cadre de son acquisition comme si c'était lui qui allait l'habiter et accorde de l'importance à des sujets parfois qui sont plutôt accessoires, sachant que c'est pas lui qui va être l'occupant de ce logement. Là-dessus, Pierre-Jean, qu'est-ce que tu constates, toi? Qu'est-ce que tu conseillerais, justement? Alors c'est un réflexe, hein. Ouais. C'est tout à fait humain de se projeter sur son propre investissement immobilier. Après, ce qui va être important à l'achat, c'est de mettre le maximum d'atouts dans le panier pour faire réussir son investissement immobilier. Donc peut-être qu'il faut que je regarde les choses un peu différemment. C'est pas ma sensibilité personnelle qui va être importante, mais c'est la sensibilité du marché d'un point de vue plus global et plus statistique. Donc qu'est-ce que j'achète et où je l'achète, de telle sorte à avoir des atouts intrinsèques et des atouts de territoire le jour où je souhaiterais revendre. D'accord, donc là c'est une approche ultra rationnelle. Absolument. D'accord. Je crois qu'il faut absolument rationaliser et évidemment on est là pour aider nos clients à avoir cette approche rationnelle. Ok. Des approches peut-être un peu techniques. Je peux acheter en nom propre, je peux acheter en indivision, je peux acheter à travers une SCI. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller globalement? Vous allez me répondre, ça dépend de la situation, mais j'ai envie d'investir, je suis propriétaire de mes résidences principales, j'ai envie d'investir, on a un couple avec 2 enfants, enfin quelque chose d'assez classique.
Moi, j'ai souvent entendu parler il faut créer une SCI. Est-ce que c'est une fin en soi? Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que c'est ultra intéressant, pas nécessaire? Enfin, quel est votre point de vue là-dessus? On va dire qu'en termes de transmission et de préparation patrimoniale, la SCI ouvre beaucoup plus de facilités ou de possibilités qu'une indivision. Donc forcément, j'ai un biais pour la SCI. Maintenant, si c'est pour faire un achat Pinel et se dire j'ai un objectif de revente à 10 ans, il n'y a aucun intérêt de créer une SCI, il n'y a pas de transmission derrière, donc il vaut mieux l'acheter en prêt. Donc en effet, c'est en fonction des objectifs et de la situation à l'instant T. Mais c'est important ce que vous dites, Philippe, parce que ça nécessite à ce moment-là, avant l'investissement, un accompagnement sur la définition d'une stratégie. D'accord. C'est très important. Alors, il y a beaucoup de personnes qui font des investissements seuls et grand bien leur face. Et qui les ratent pas forcément. Et qui les ratent pas forcément. Mais dès l'instant où il y a une certaine complexité, et votre métier en est la définition, hein, on ne peut pas tous être, je pense, agents immobiliers. Et la gestion d'un patrimoine, à partir d'un certain niveau de complexité, nécessite pour moi un degré d'ingénierie et d'accompagnement. Ouais, c'est-à-dire que souvent, là, j'imagine que l'investissement qui est fait par le particulier, pas forcément très renseigné, il a une vision très court-termiste et il ne pense pas aux impacts à 10 ans, aux aspects de succession, des choses comme ça. Bon, okay. De la même façon, dans le financement de cet investissement, on va dire que je dispose d'un peu de cash, les taux de crédit ont un peu remonté, même s'ils viennent de redescendre, on est très, très heureux de cette bonne nouvelle. Quel est votre conseil en général, j'entends, est-ce que vaut mieux garder son cash et emprunter à 3%, parce que malgré tout, 3%, c'est pas si cher que ça. Il y a des mix à faire. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller là-dessus, Pierre-Jean? Alors, je crois qu'il faut, par rapport à la question que tu soulèves, il faut distinguer deux grandes périodes de vie de l'investisseur. Je dirais, il y a la période de développement patrimonial. Je fais de l'investissement immobilier pour effectivement avoir un patrimoine plus étoffé dans le futur, patrimoine qui me servira de la rente, hein, du revenu complémentaire quand j'en aurai besoin, par exemple quand je serai à la retraite et que j'aurai des revenus qui auront baissé par rapport à mes revenus d'activité. Donc j'ai une phase de développement patrimonial et puis j'ai une phase justement où plus tard je vais vivre sur la bête, hein, si tu me permets l'expression. Donc là on est sur des objectifs qui sont complètement différents. Si je parle de la phase de développement patrimonial, j'ai intérêt, c'est un des gros atouts de l'investissement immobilier, j'ai intérêt à aller chercher de l'effet de levier. Et l'effet de levier, c'est assez simple, je vais prendre des capitaux, si tant est qu'on me les prête évidemment, je vais prendre des capitaux à la banque qui ne sont pas à moi, que je n'ai pas encore eu le temps de gagner dans ma vie, et je vais les placer à partir du moment où je fais des investissements immobiliers intelligents qui vont me rapporter plus que ce que l'argent me coûte. Je suis en train de créer un effet accélération, puisque j'ai une surface financière qui n'est pas à moi, mais qui est en train de rouler pour moi, pour faire boule de neige. Et puis, si j'avais eu l'intention de faire, par exemple, des apports dans cet investissement immobilier, finalement, je vais maximiser l'effet de levier en levant du crédit au maximum. Et puisque je n'ai pas mis dans l'investissement immobilier, ben, je vais m'adresser à Franck pour le placer hors immobilier, ça c'est son métier plus que le nôtre, de telle sorte à avoir effectivement une surface financière complémentaire qui, elle aussi, est source de rentabilité. Ok, très clair. Toujours même principe, j'ai une enveloppe de X et cette enveloppe me permet peut-être d'acheter 2 petits logements ou un plus important. Quel est le conseil que vous pourriez faire à votre client Philippe? Alors je pense que Pierre-Jean aura peut-être plus d'expertise que moi avec mon regard de gestionnaire de patrimoine, c'est de se dire dans quelle ville on achète et quelle est l'étude de marché que je peux faire. Combien il y a, est-ce qu'il y a une population plutôt étudiante ou jeune qui serait vouée à louer des petites surfaces ou c'est plutôt une ville familiale avec, et je regarde le marché, s'il y a disponible, donc ça c'est mon regard de gestionnaire de patrimoine, c'est de se dire bon, on va essayer de se diriger vers un type d'investissement qui va être en manque sur le marché locatif. On a des outils que vous mettez à disposition qui sont très bien pour essayer de savoir. On regarde combien il y a de studios de terrain à louer et combien il y a de 3 pièces à louer et on fait un rapport de la demande locative. Mais dernièrement, moi j'ai une petite préférence pour les grandes surfaces puisqu'en termes de, et ça c'est un peu d'expérience d'investisseur particulier, on tombe sur des profils de locataires plutôt familiaux, et donc ce qui implique un turnover un peu moins fréquent, et que surtout une famille qui se sent bien dans un investissement locatif, il reste généralement plus longtemps qu'un étudiant. Ouais, et puis ils vont peut-être aussi bien entretenir ton patrimoine quelque part. Hein. Oui, exactement. Ok. Pierre, ouais, pour compléter,
compléter ce que dit Franck, hein, qui est très juste, c'est aussi se projeter sur l'éventuelle revente. Et effectivement, plus je vais être sur de la petite surface, plus je vais m'adresser le jour où je vais souhaiter revendre à des investisseurs. Et un investisseur, ça n'a pas de cœur, ça a une calculette à la place du cœur. Si j'ai acheté un bien plus vaste, je vais m'adresser le jour où je revends à des acquéreurs qui se projettent sur de la résidence principale et je vais pouvoir provoquer un coup de cœur et peut-être moins de négociations économiques. Donc il y a les deux aspects, il y a la rentabilité locative durant l'exploitation, mais aussi il y a la projection qu'on peut en faire sur la revente. Voilà. Tout ça, c'est pas écrit à l'avance, comme tu le disais, ça s'étudie au cas par cas. J'ai même cru comprendre que l'investissement sur le haut de gamme, voire le luxe, était un filon plutôt intéressant, parce que c'est vrai que bon, le prix, la barrière financière à l'entrée paraît un peu élevée, mais derrière, il y a des rentabilités apparemment qui peuvent être très très intéressantes. Vous avez constaté ça ? Pas particulièrement, si. Alors, ça regarde peut-être un peu. Je crois que vous avez des filières luxe et prestige, hein, d'ailleurs, qui sont des belles marques. Donc, je laisserai Pierre-Jean. Nous, en tant que gestionnaire de patrimoine, là où on peut diriger nos clients investisseurs vers cette typologie, parce que nous, on ne fait pas l'ancien, on n'est pas gens immobiliers, c'est pas notre métier, sont des investissements. On essaie de conjuguer optimisation, en effet, fiscale, sens d'investissement et typologie. Et on a la loi Malraux et la loi Monument Historique qui sont deux formidables outils qui nous permettent de se diriger vers ce type de biens luxe et prestige. Ok. Sur la typologie des investisseurs, donc Franck, tu es un peu plus jeune que Pierre-Jean, mais pas tant que ça. Et comme ça fait des années que vous faites ce métier, est-ce que vous avez constaté une évolution des profils ? Est-ce que, enfin je sais pas, est-ce que les investisseurs sont plus jeunes ? Est-ce qu'il y a plus de fonctionnaires ? Est-ce que vous avez pu constater des changements un peu là-dessus ? En tout cas, il y a la préoccupation de plus en plus prégnante, elle était déjà là, hein, la préoccupation, mais de plus en plus prégnante de mes revenus futurs, ma retraite. Et donc effectivement, peut-être qu'au fil du temps, on s'intéresse à l'investissement immobilier de plus en plus jeune. Si vous êtes rentré dans la vie active, que vous avez commencé à générer des revenus professionnels réguliers, etc., pensez tout de suite à l'investissement immobilier parce que quand on pose la question à nos clients qui ont fait de l'investissement et qu'on leur demande est-ce que vous avez un regret dans votre vie d'investisseur, la réponse qui vient, c'est pas avoir démarré plus tôt. Ouais, exactement. Bon, ok, très bien. Ça, c'est le conseil qu'on peut faire aux plus jeunes. Enfin, c'est ce que vous constatez aussi. J'avais aussi une petite question. Alors, avant que je sais pourquoi je suis perturbé, parce que j'ai oublié de vous préciser que vous pouviez nous poser des questions, parce qu'en plus c'est un sujet un peu technique, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Pierre-Jean et Franck se feront un plaisir de vous répondre à la fin de cette émission. Qu'est-ce que j'avais noté aussi ? Ah oui, j'avais noté les croyances limitantes chez les investisseurs, parce que j'imagine que les investisseurs se renseignent, alors plus ou moins bien, ça j'en sais rien, se font des petites idées comme ça. Est-ce que vous constatez chez les gens que vous rencontrez ce que j'appelle moi des croyances limitantes, des gens qui arrivent avec des idées préconçues et qui ne sont pas les bonnes idées ? Alors malheureusement, comme dans plein de domaines, oui, beaucoup. Et je vais revenir d'ailleurs sur la question que tu as posée tout à l'heure sur le biais affectif, hein, sur l'investissement. Alors, dans les croyances limitantes, je vais vous parler de ceux qui pensent qu'un bien orienté nord ne se louera pas, un bien en rez-de-chaussée ne se louera pas. Et moi, ma réponse d'agent immobilier des années 90, c'est est-ce que vous voyez des panneaux à louer sur tous les rez-de-chaussée et sur toutes les faces nord qu'il existe dans la résidence ? Non. C'est que tout s'achète, tout se vend, c'est une histoire de prix, et tout se loue, c'est également une histoire de prix. Les croyances limitantes, je vais revenir sur la conjugaison entre un objectif personnel et un objectif d'investisseur. Comme l'a très bien dit Pierre-Jean, moi j'essaye de faire tout de suite une rupture entre les deux. C'est de se dire que ce sont deux objectifs qui sont totalement différents. L'un est totalement rationnel et l'autre a une pointe d'irrationnel. Et j'ai une petite anecdote. Philippe, un jour j'ai eu un client qui m'a dit je souhaite acheter à Bordeaux 2 pièces pour que mon fils puisse faire l'école de la magistrature. Lorsqu'il aura grandi, bon alors il avait... Ça c'est précis. Ouais, il avait déjà le cadre pour son fils, malheureusement. Je voudrais bien avoir le même, mais au moins il aura ça, et je sais qu'il va faire la magistrature comme son père, et que patati patata. Bon bref, je lui ai trouvé un appartement en Loi Pinel à Bordeaux, d'accord ? Je lui ai trouvé un premier bien. Il a fait visiter son fils. Son fils a dit non, j'aime pas trop l'expo, je préfère. Donc on a annulé
la réservation, dans le délai préliminaire, donc aucun souci. Je lui ai fait réserver un second bien qu'il a pris. Et donc, il avait calculé la fin de location, donc l'optimum Pinel qui était à 10 ans, 9 ans, plus un an de revente. Il a pris le bien. Résultat des courses, puisque ça fait quelques années. Le fils n'a pas fait l'école. Le fils n'a pas fait l'ENM, n'est jamais venu à Bordeaux et n'a jamais remis les pieds dans l'appartement. Donc je comprends tout à fait cette sensibilité je vais laisser la parole à Pierre-Jean, mais c'est comme se dire, je vais investir dans un bien locatif pour un pied-à-terre lors de ma retraite. La retraite, si c'est dans 15 ans, 20 ans, vous n'avez aucune idée de où est-ce que vous souhaiterez. Pensez à l'investissement locatif, sa rentabilité, ce genre de choses. Si l'histoire de votre vie fait que vous pouvez conjuguer a posteriori, tant mieux, bravo, mais pour moi c'est epsilon et ça doit être surtout pas mélangé dès le départ. Ok, clair. Croyance limitante constatée de ton côté, Pierre? Ouais, effectivement, pour compléter ce que dit Franck, on a aussi des croyances limitantes chez les primo-investisseurs, ceux qui n'ont pas encore franchi le pas. Ça va être, j'ai encore le crédit de la maison, de la résidence principale à rembourser, donc je le ferai plus tard. Ça va être, pour faire de l'investissement immobilier, il faut que j'ai des apports constitués, sinon on ne va pas me prêter. Donc on va avoir ce type de croyances limitantes, ou bien il faut que les enfants soient grands, qu'ils soient partis du foyer, qu'ils soient autonomes, etc. Comme ça, j'ai plus le coût des études et je peux faire de l'investissement immobilier. Ça, c'est quand on n'a pas encore franchi le pas. Parce qu'en fait, on se rend compte que souvent c'est faux, mais ça me freine et du coup je ne m'intéresse pas à cette opportunité qui est pourtant à ma disposition, qui pourrait m'être utile pour accélérer mon développement patrimonial et me préparer un futur plus confortable économiquement. Ce dont on n'a pas toujours conscience, c'est que l'effort financier à réaliser sur un investissement immobilier n'a rien à voir avec l'effort financier que je réalise sur ma résidence principale. Ma résidence principale, je suis seul à la financer. Et sur l'investissement immobilier, j'ai un, voire plusieurs amis qui vont m'aider. Ils sont super sympas. Ils s'appellent locataires et parfois ils s'appellent fisc, trésor public, qui va me verser des réductions d'impôts ou autre. Donc en réalité, l'effort personnel à réaliser sur un investissement immobilier, il existe, mais il est bien plus mesuré que sur de la résidence principale, et beaucoup de personnes pensent que c'est pas pour eux, pas maintenant, alors que ça l'est. D'accord, très bien, très clair. Sur ce qui nous avons vu arriver sur le marché plus récemment, ça fait déjà longtemps que ça existe, mais par exemple, tous ces colocations, est-ce que c'est des conseils que vous pouvez faire à des clients? Parce que souvent, j'investis, j'ai un locataire, là j'ai plusieurs locataires. Est-ce que ça, c'est des schémas qui sont très intéressants, plus risqués, qui nécessitent plus d'accompagnement? Il y a tout ce qui est les investissements en résidence étudiante, résidence de service, EHPAD. Là-dessus, si on fait le tri, qu'est-ce qu'on pourrait se dire comme étant des choses émergentes intéressantes, ou au contraire des produits qui peuvent être intéressants sous réserve de bien vérifier telle et telle chose? Alors nous, en gestion de patrimoine, forcément, ça fait partie de l'éventail des propositions. On est au cœur du débat avec la loi de finances 2025 et puisque la plupart des solutions que vous avez citées, Philippe, se dirigent vers du meublé non professionnel, souvent soit en résidence gérée, soit gérée. Et donc, quid de l'avenir de la fiscalité du LMNP qui reste, rappelons-le, une des dernières niches. Il faut se rappeler que pour ça aussi qu'on veut s'y attaquer. Dans le viseur. Parce qu'il faut se rappeler la fiscalité d'investissement en nu. On est imposé à notre tranche marginale d'imposition la plus haute, plus les prélèvements sociaux. Donc si vous êtes allé à 30% de TMI, ça fait 47,2, donc vous avez la moitié déjà qui partent aux impôts. Donc le LMNP avec le principe de l'amortissement permet de préparer justement une retraite. Donc pour en revenir à votre question, ce sont des choses bien sûr qui sont intéressantes. Alors la colocation, forcément dans les grandes villes, je pris l'exemple de Bordeaux tout à l'heure, mais les villes étudiantes où on se rend compte qu'il y a une vraie pénurie. D'ailleurs, c'est le risque, je sensibilise, j'interpelle les pouvoirs publics à ne pas faire disparaître le LMNP, parce que demain, on va se retrouver avec des étudiants qui n'auront plus de logement, puisqu'il n'y aura plus d'investisseurs derrière. Donc c'est important. Donc oui, je trouve ça intéressant. C'est pas le premier investissement que forcément je vais conseiller. Derrière, ça viendra peut-être en panachage. Pourquoi c'est pas le premier investissement? Parce que ça a certaines limites. Par exemple, on va rentrer dans le technique, mais lorsque vous investissez dans un LMNP avec une résidence gérée et que vous avez un bail de 9 ans, vous êtes un peu pieds et poings liés avec le bailleur, donc avec le gestionnaire. Et puis, quid de après 9 ans, est-ce qu'il continue? On a eu
Un petit exemple pendant la période Covid, à Park City, une société qui est à Montpellier en l'occurrence, qui a diminué ses loyers et qui a forcé un peu les investisseurs à faire de gros efforts, sinon ils mettaient la clé sous la porte. Donc voilà, ce ne sont pas les premiers investissements sur lesquels moi je conseille, mais que plutôt en panachage dans un second temps. Bon, du coup, on a envie de te demander quel serait le premier investissement que tu conseillerais. Le premier investissement que je conseillerais aujourd'hui, profiter du Pinel avant qu'il disparaisse. Il est encore temps. On est en octobre, on peut signer avec la vente à terme. Il y a un bon coup. Alors Pierre-Jean, je suis désolé, mais je monopolise un peu la parole. Il y a des coups à faire. Pourquoi ? Parce que les promoteurs sont dans le mal depuis 2 ans. Il y a beaucoup moins, bien sûr, le marché du neuf a pris du plomb dans l'aile. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont des programmes sur lesquels, je ne vais pas vous l'apprendre, Philippe, ils doivent vendre un minimum de lots pour pouvoir avoir les permis et pour pouvoir finir la construction. Donc, on arrive sur certaines villes à un moment où les prix du neuf sont équivalents au prix de l'ancien. Chose qu'on n'a jamais vue. On a 20-30% d'écart. Donc, vous pouvez investir dans le neuf au prix de l'ancien. Alors, certes, avec une rentabilité plus diminué parce que Pinel, plafond de ressources et plafond de loyer, mais acheter du neuf aux dernières normes, allez, on va dire RT2 et RT 2012 au moins, au prix de l'ancien, dans une ville bien située avec les normes énergétiques, phoniques, ça reste un bon investissement. Donc un bon Pinel, allez, je fais un peu mon vendeur, et sinon un bon Malraux, parce que le Malraux peut remplacer le Pinel sur une autre typologie d'investissement, mais en puissance d'outils de défiscalisation, enfin d'optimisation fiscale. Ok. Pierre-Jean, tu cautionnes, tu ouais, complètes. Ce que dit Franck sur la loi Pinel, c'est très très important. C'est l'étude du positionnement prix mètre carré neuf par rapport à l'existant sur la même commune. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre pour faire un bon investissement dans l'immobilier neuf. C'est d'aller chercher effectivement un projet neuf où les écarts de prix sont les plus ramassés possibles. C'est la clé de la réussite. Ouais, parce qu'il faut expliquer que dans 10 ans, le bien sera plus neuf, il sera. Donc si tu l'as acheté effectivement 40% plus cher à l'époque, ça va être compliqué d'être. Et donc là-dessus, attractif. mais c'est comme sur tous les marchés et sur tous les investissements immobiliers, là-dessus il y a des choses à vraiment laisser de côté et puis il y a des opportunités. Et au moment où on parle, c'est vraiment le dernier moment, puisque la loi Pinel va disparaître le 31/12/2024. Il faut que je sois passé chez le notaire pour signer mon acte d'acquisition avant le 31/12/2024. Donc si je veux passer chez le notaire avant le 31, il faut que j'ai fait mon financement avant. Il faut que j'appelle Pierre-Jean rapidement. C'est au mois d'octobre, ou c'est au mois d'octobre. Ils n'ont pas prévu d'ailleurs un délai additionnel Alors aujourd'hui, c'est pas prévu. Il pourrait éventuellement être introduit par amendement dans le cadre de la loi de finances 2025. Mais ne comptons pas dessus parce que ça n'a pas toujours été systématique, même si c'était une pratique fréquente. Donc ce qui compte, c'est l'acte de vente. Même si la livraison est un an plus tard. Exactement, parce qu'aujourd'hui, la fin programmée du Pinel au 31/12/2024, elle est programmée depuis longtemps, donc le législateur considère que les professionnels comme les particuliers sont au courant depuis longtemps et qu'il n'y a pas lieu de donner du délai supplémentaire. Quelque chose d'important à préciser là-dessus, parce qu'on parle de la fin de cette loi au 31/12/2024, je constate que j'ai des clients qui m'appellent ces jours-ci en me disant quid de mon Pinel en cours, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce qu'il faut que j'anticipe la prolongation de l'engagement de location, etc. Non, bien évidemment, on n'est pas concerné. Si vous avez fait un investissement de ce type-là par le passé, qui est encore actif, bien sûr, il reste actif, il perdure, il n'y a rien de particulier, il n'y a pas d'action à mener, tout va bien. Bon, là, très bien. Alors, on a compris qu'il fallait qu'on rembourse la dette abyssale de la France et qu'il faut chercher de l'argent. Donc, on a entendu qu'il y avait plusieurs pistes. Donc, il y a l'AMP dans le viseur, plus de Pinel. Et en même temps, on a entendu qu'il fallait relancer l'investissement par des bailleurs privés. Vous ne lisez pas dans une boule de cristal comme moi, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer? Parce que s'il n'y a pas d'incitation fiscale, parce que même si on a compris qu'il ne fallait pas le faire pour ça, c'est quand même grâce à ça que beaucoup se sont intéressés à ce type d'investissement. Qu'est-ce qu'on peut penser Puis les syndicats des promoteurs sont quand même assez puissants. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a quelque chose qui va arriver? Alors on va dire non, pour qu'on vende du Pinel encore pendant quelques semaines, mais est-ce que c'est un passage obligé? Parce que les promoteurs ont aussi quand même pas mal de contraintes. On parle des normes, les matériaux dont le prix n'ont pas forcément baissé. Donc il y a un coût, le foncier qui n'a pas baissé. Donc il y a un coût de construction qui reste élevé. Donc ils ne vont pas baisser leur prix probablement, je pense. Qu'est-ce qu'on peut envisager comme solution possible? Alors il y a le lobby des CGP qui fait que
la LMNP va peut-être pas disparaître ou... Alors notre LMNP, vous savez, on pèse 4% du marché, Philippe. Non, je pense que dans la réflexion, alors on est dans la prospective, hein, Oui, mais, oui. qui est très intéressante, ça serait peut-être soit de jouer sur la fiscalité foncière, des revenus fonciers, on peut imaginer un investissement avec un décalage de fiscalité pour les revenus fonciers perçus, puisque c'est ça qui est vraiment très restrictif. Parce que si on enlève le LMNP, il ne reste plus rien en fait. Il y a plus rien. Donc on pourrait imaginer ça. Et moi j'espère en effet, puisque le Pinel n'est que l'excroissance des Robiens, des Celliers, des Périssols qu'on a connus depuis une quarantaine d'années. Donc j'ose espérer que l'État va permettre au marché neuf de se reprendre, de reconstruire, aux promoteurs, il faut se rappeler quand même le poids du PIB dans la construction française, de continuer, des investisseurs de pouvoir constituer un patrimoine, et en finalité quand même qu'il reste un problème sociétal aux personnes de se loger. Ouais, bah, il manque des millions de logements, donc il faut... Et il y a des conséquences sur le marché de la location qui est ultra tendu, des loyers très élevés, etc. Pierre-Jean, tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Non, c'est vraiment, c'est juste pour compléter ce que disait Franck, c'est un point d'équilibre à trouver, et le législateur le trouve pas toujours, mais donc il y a des mouvements de balancier. On est aujourd'hui en train de reculer sur un certain nombre de sujets, mais je ne pense pas que ce soit pérenne. C'est-à-dire que ça va revenir en arrière, pas tout de suite, pas forcément au 1er janvier 2025, mais voilà. Nécessairement, il faut trouver des solutions pour loger la population, et ça nécessite de faire appel à l'investissement privé, il n'y a pas d'autre solution. Donc si on retire tout l'intérêt de l'investissement privé, je ne vais plus investir, et donc forcément il y aura un mouvement de balancier pour redonner de l'attractivité. Ok. Imaginons que là, je suis toujours en capacité d'investir. Mon moteur principal, c'est la rentabilité. Si vous aviez un conseil à me partager pour faire le meilleur investissement possible pour maximiser ma rentabilité, ça serait quoi? C'est de faire quoi? Alors par expérience, on n'a jamais tiré un meilleur coup de fusil qu'acheter un bien dans l'ancien à refaire, faire soi-même ses travaux, donc qui veut dire du jus de cerveau, qui veut dire du temps et des compétences. De l'huile de coude. De l'huile de coude, exactement. Et soit de le mettre en location, soit faire de l'achat-revente. Donc l'ancien à rénover. Ouais, l'ancien à rénover, surtout avec les questions énergétiques, le pourcentage du parc. Je crois qu'on est à 15 ou 17% du pourcentage du parc immobilier qui est en F, en catégorie F ou G. Donc racheter du F ou du G. Ouais, pour moi, en termes de renta, c'est le coup de fusil. Maintenant, et je reviendrai sur ce que j'ai dit en début, et qu'on peut conjuguer, on peut lier ça avec les croyances limitantes. Il y a beaucoup de villes intermédiaires qui sont peu connues et qui offrent des rentabilités qui sont énormes. Il faut savoir que moi, le jour où j'ai vu le centre-ville, enfin, du neuf à Rennes à 8 000 €, j'ai compris que c'était plus là qu'il fallait investir. Voilà. Alors que t'as rien contre Rennes. J'adore cette ville, c'est une superbe ville. Rennes, Angers aussi a éclaté. Alors Lille, j'en parle pas. Lyon, Paris, on n'en parle même pas. Donc c'est de se dire, à un moment, est-ce qu'on va pas aller trouver de la rentabilité ailleurs? Si, parce que je vais vous prendre l'exemple d'Alès, où je vis actuellement. Vous avez à Alès des rentabilités qui sont de 8 à 10% dans l'ancien. Vous trouvez ça nulle par ailleurs. Pourquoi? Parce que forcément, c'est pas une ville dont on parle en bien tout le temps, qui n'est pas forcément mise en avant. Mais il y a quand même un bassin de travailleurs, il y a des gens qui ont besoin de se loger, et les prix d'achat sont tellement faibles qu'à 70 000 €, vous pouvez acheter un 3 pièces. D'accord. Donc pour moi, la renta, ça va être essayer de se concentrer sur des villes sur lesquelles il y a quand même un dynamisme économique et locatif, et pour lequel le prix d'achat, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le prix d'achat sera très intéressant pour calculer la renta. On a souvent parlé ensemble, mais je crois que tu vas cautionner ce que dit Franck. Je vais compléter, mais je suis 100% d'accord avec ce que dit Franck, c'est-à-dire que la rentabilité, elle est intimement liée au territoire. Et simplement pour compléter, un autre angle de vue, c'est de quelle rentabilité est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle de rentabilité brute ou de rentabilité nette personnalisée une fois que je suis passé à la machine fiscale, les prélèvements sociaux, etc. Et donc là, ça réintroduit de la complexité. Sur le principe, 100% d'accord avec ce que dit Franck, mais derrière, il faut regarder de façon personnalisée, encore une fois, quel type d'investissement, quel cadre fiscal, quel mode d'exploitation va s'adapter le mieux à mon profil,
parce que ce qui compte, in fine, c'est ce qui me reste, c'est la rentabilité nette personnalisée, c'est pas la rentabilité brute affichée en vitrine. Alors, si j'achète de l'ancien à rénover, je vais pouvoir le louer, avoir un rendement locatif intéressant, et à la revente aussi, puisque j'ai acheté peu cher, faire une plus-value. Ce qu'on pourrait se dire, si j'avais envie d'être un peu provocateur, dans ces fameuses villes intermédiaires, parce que tu as parlé de Alès, Pierre-Jean connaît bien Limoges par exemple, c'est pas non plus une ville où on se dit que c'est là qu'il faut qu'on investisse absolument. La corollaire d'une bonne rentabilité, c'est que par contre à la revente, entre le prix d'achat et le prix de revente, ça n'a pas pris de valeur. Si, c'est possible. Ou alors on abandonne cette idée, on se dit, si tu veux faire de la rentabilité, tu fais de la rentabilité et point barre. En tous les cas, sur l'immobilier, on est sur de l'investissement, on est sur un marché. Et il y a une règle qui s'applique à l'immobilier comme aux autres investissements, c'est le couple rentabilité-risque. En fait. Si je vais chercher plus de rentabilité parce que j'aiguille mes investissements sur tel ou tel type de territoire, c'est certainement que je prends un peu plus de risques quant au profil de solvabilité des candidats locataires potentiels, un peu plus de risques sur mon taux d'occupation, un peu plus de risques peut-être, bien que personne n'ait de boule de cristal, sur la trajectoire de la valeur pierre sur les années et les décennies à venir. Donc c'est intimement lié et je crois que c'est à chacun de trouver le bon point d'équilibre. Je souhaite plus de rentabilité, ok on y va, je vais prendre un peu plus de risques. Ah mais oui, mais moi j'ai l'aversion au risque, ok, on va réfléchir ailleurs, vous aurez moins de rentabilité, vous aurez plus de sécurité. Ok, très clair. Il y a un peu plus d'un an, en 2023, les taux d'intérêt étaient assez élevés et les banques assez frileuses pour prêter de l'argent. Ça va mieux. Les taux ont baissé, on a gagné 1 point, je crois, à peu près. Et puis, les banques ont l'air de rester, sont plus disponibles à financer les projets immobiliers. Est-ce que c'est vrai aussi dans l'investissement immobilier? Parce que souvent, elles ont des approches différentes entre financer une résidence principale et financer un investissement. Quels sont les échos que vous avez, vous qui êtes plus proche de ce sujet-là que moi, par exemple? Ça va mieux? Alors oui, ça va mieux. Je l'ai senti quand même un petit peu réservé à votre oui, réponse. Alors on a la même problématique que pour sa résidence principale, c'est le profil de l'investisseur qui joue. Il faut se rappeler que le fonctionnement d'une banque, elle a un robinet à ouvrir ou à fermer en fonction de son budget. Est-ce qu'elle a accordé assez de crédit ou pas assez en fonction de l'année? Et c'est ce qui va piloter un peu leurs offres et leurs souhaits. L'avantage qu'on a dernièrement, c'est qu'on rencontre de nouvelles banques qui sont prêtes à faire des efforts pour gagner des parts de marché, pour recruter, parce qu'il faut se rappeler que c'est un produit d'appel. Une fois que vous avez scotché un peu sur la résidence principale ou un investissement locatif, vous avez quand même un peu les actifs, une grosse partie des actifs de vos clients. Donc on est plutôt dans je pense, le bon mood, comme on dit, dans la bonne trajectoire. Je pense que c'est pas encore totalement ouvert. Je pense qu'en effet, et je vais revenir sur ce que tu as dit, les taux à 4, 4,5, alors nous qui avons investi dans les années 90, ne sont pas des taux hauts. Non. Il faut prendre beaucoup de recul à ça. On s'est endetté à 10, à 13% dans les années 80. Donc c'est simplement de se dire que les taux se sont normalisés. Je pense intimement, et je l'espère pour l'économie française, voire européenne, voire mondiale, qu'on n'aura jamais des taux comme on a connu à moins de 1%. Qu'on a connu même des taux négatifs, où les banques devaient payer pour avoir leur cash. Donc on arrive vers je pense, un canal sur lequel je pense pendant les prochaines années, les 5 prochaines années, sans vouloir faire des boules de cristal, on va se situer entre 2,5 et 4% de taux. Ce qui est pas choquant du tout. Non, mais c'est vrai que pour un investissement locatif, quand vous passez de 4% à 2% en taux d'endettement, forcément votre rentabilité, votre taux de rendement interne augmente et cette mécanique a une importance quand même. Okay. Et pour rebondir, ce dont il faut avoir conscience, on disait tout à l'heure, le premier regret des investisseurs, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt. Ce serait dommage de reporter mes investissements immobiliers sous prétexte qu'aujourd'hui j'achète de l'argent à 3,50 parce que vous engagez votre opération, vous lancez la boule de neige qui va capitaliser et puis le jour où les taux seront effectivement à 2,5 ou 2, rien ne m'empêche de faire un rachat de prêt, une renégociation de mon prêt. Mon opération elle est déjà en cours et je vais maximiser ma rentabilité nette en renégociant mon prêt immobilier. Donc ce serait dommage de perdre du temps sous ce prétexte-là, c'est une très mauvaise idée. Je vais rajouter une chose, on a, alors je prêche ni pour la paroisse de Pierre-Jean ni pour la mienne, mais les courtiers
deviennent et redeviennent des gens qui sont primordiaux dans une renégociation de prêt, puisque vous allez voir une banque, vous allez voir deux banques, et puis vous allez voir un discours d'un conseiller. Les courtiers ont les tenants, les aboutissants, alors parfois on rechigne à payer 1 500 €, 2 000, voire 3 000 € de frais de dossier. Quand on regarde l'économie qu'on peut faire sur 15 ou 20 ans, c'est peanuts. Donc je mettrai en avant cette profession, mais toujours dans les professionnels qui font partie de la chaîne immobilière. Allez voir un courtier. Bien sûr. C'est lui qui sait quelle est la banque en ce moment qui est plus offensive que les autres. Je n'ai pas pensé à vous en parler tout à l'heure. On a parlé beaucoup d'habitation, mais l'investissement, ça pourrait être aussi des murs de commerce. On pourrait dire, tiens, la pierre papier, tout ça. Là-dessus, vos conseils, parce qu'on parlait de risque, est-ce que c'est plus risqué d'acheter des murs de commerce et d'avoir un locataire qui a une activité professionnelle plutôt qu'un particulier? Vos expériences, vos conseils là-dessus? En tous les cas, c'est une bonne question parce que ça peut être source de diversification quand je multiplie les investissements au cours de ma vie. Je crois que j'ai plutôt intérêt à faire de la diversification parce que c'est aussi de la maîtrise de risque, hein, tout simplement. Après, c'est de l'immobilier un peu spécifique. Donc on a la chance chez Capifrance, tu es bien placé pour le savoir Philippe, d'avoir des spécialistes, notamment sur les murs commerciaux, mais aussi tout à l'heure vous parliez des biens de prestige, on a des spécialistes biens de prestige, etc. Donc quand un investisseur va avoir le souhait d'aller sur de la diversification sur ce type de biens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire accompagner par un ou une spécialiste du sujet. Parce que là aussi, il y a des critères spécifiques à une activité professionnelle, l'emplacement, l'activité du locataire. Mais on parlait tout à l'heure de stabilité. Si on loue un pro, en général, il n'y a pas un turnover de 18 ou 24 mois. Donc ça peut être aussi des sujets intéressants, de rentabilité aussi, qui peuvent être intéressantes. Parfait. Sur la pierre papier, un petit mot. Tu voulais dire autre chose? Oui, le ticket n'est pas le même. Le ticket n'est pas le même. C'est pas accessible à tout le monde hein, pour avoir un locataire stable. Si on veut louer un Picard si j'achète ou une banque, occupé, hein, exactement. Il faut donc c'est réservé quand même à une catégorie d'investisseurs qu'on a sous le pied. Donc ça fait partie dans notre stratégie, mais là spécialiste, ça fait forcément. On implique ça dans une stratégie, mais comme plein de solutions dans notre stratégie, on se dirige vers un spécialiste du secteur. Ok, super. Est-ce que vous pensez qu'on aurait oublié une question fondamentale à partager à nos auditeurs, ou est-ce qu'on a fait le tour? Vous vouliez parler de la pierre papier? Oui. Ok. Oui, un petit mot sur la pierre papier. C'est toujours un mot qui m'a amusé, la pierre papier, mais... Alors, pour rappel, ce qu'on appelle la pierre papier, c'est le moyen de titriser des parcs immobiliers. Le placement le plus connu, c'est la SCPI, la Société Civile de Placement Immobilier, qui existe en fait la première, c'était 1963. Donc c'est pas un placement récent. Ouais. Avant on était en capital fixe, donc ça fonctionnait avec des carnets d'ordre, et on est arrivé en capital variable, c'est-à-dire que les parts sont créées ou diluées en fonction des achats et des vendeurs. Et d'ailleurs la SCPI qui a subi de plein fouet l'augmentation des taux et la contraction du marché, parce que vous avez pour certaines SCPI qui avaient des parcs vieillissants à la Défense ou ailleurs, qui ont des cotés de 15, de 17, de 20%. Donc c'est un moment de s'y intéresser. Et oui, je pense dans une diversification, parce que la SCPI, vous avez la possibilité d'accéder à un parc immobilier diversifié qui peut être européen avec un multitude de locataires, et vous avez une petite part d'un immense parc qui fait 1 ou 2 ou 3 millions, voire des centaines de millions. Donc toujours intéressant, et avoir et pas les soucis avec les locataires et le risque locatif qu'on connaît. Donc oui, ça peut être une option. Oui, aussi. Malheureusement, toujours avec le même problème, la fiscalité qui est la fiscalité des revenus fonciers, sauf si on met ça dans une SCI à l'IS et qu'on a préparé une préparation pour la donation des enfants. Je vous dirai. C'est un peu technique. Okay. Bon, merci beaucoup. Ce que je propose, c'est qu'on prenne quelques minutes pour répondre aux questions qui nous ont été posées. Alors. Quel apport faut-il pour un investissement locatif, on va dire un pourcentage par rapport au prix d'acquisition? C'est pas en valeur, mais c'est en pourcentage. Votre recommandation? Ça va être différent en fonction du profil emprunteur, bien évidemment. On a compris que tu avais des équipes, ton locataire et l'impôt qui viennent t'aider pour financer, mais l'idée, en fait, c'est quand même, pour jouer l'effet de levier, d'aller chercher le maximum sous forme de crédit et faire le minimum d'apport par rapport à la question qui est posée. Donc le minimum, c'est ce que va exiger la banque. Ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'effectivement, et ça évolue au fil du temps, aujourd'hui, souvent la banque va souhaiter que soient financés par l'investisseur les frais.
frais de notaire, frais de financement eux-mêmes. Et puis, dans une majorité de cas, elle va suivre à prêter l'intégralité de la valeur immobilière. D'accord. Voilà ce qu'on constate statistiquement. Ok. Moi, je rejoins Pierre-Jean sur ce qui a été dit. Un maximum de levier d'endettement. Gardez votre cash is king, excusez-moi pour cet anglicisme. Le cash est roi. Le cash vous permet de faire d'autres investissements sur lesquels vous ne pouvez pas avoir recours au levier. Quels sont les investissements sur lesquels on peut avoir du recours au levier? L'immobilier ou de la pierre papier. Utilisez ça un maximum. Malheureusement, les banques nous pressent un peu pour mettre de plus en plus de cash pour les rassurer. Ok. Donc j'emprunte le maximum. Quel est l'impact de la loi Finances et du nouveau gouvernement? Est-ce vraiment un contexte propice à l'investissement? Alors, tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, Franck. Actuellement, dans le projet de loi de finances, il y a le statut loueur meublé non professionnel qui est un peu attaqué. Alors, il n'est pas attaqué sur la fiscalité des revenus d'exploitation locative, mais il est attaqué Ce qui avait été un sujet à un moment donné. Absolument. Mais il est attaqué sur la fiscalité de la plus-value, si un jour je souhaite revendre et si je revends. Alors, plusieurs commentaires là-dessus. On n'est qu'au stade projet de loi de finances, il n'a pas encore été étudié, le projet, donc il faut qu'il passe toutes les étapes. Et on en a l'habitude, chaque année, il y a des sujets sur l'immobilier dans le projet de loi de finances, et puis finalement, ce qui est voté juste avant la date de Noël, c'est très différent de ce qui était dans le projet initial. Donc, gardons de la sérénité. Ce genre de choses, on l'a déjà vu dans le passé, dans les précédents projets de loi de finances, et ça n'a pas forcément été entériné. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est que il faut aussi prendre un petit peu de recul et pas être directement dépendant à l'évolution des lois. C'est ce que pour décider de nos investissements. Il faut voir sur du moyen long terme. Et encore une fois, quels que soient les changements de loi qu'on peut subir au fil du temps, il reste vrai, quand on prend du recul, que ceux qui ont fait de l'immobilier se sont enrichis, quoi qu'il en soit. Et ça reste encore une vérité aujourd'hui. Si j'engage des opérations avec de l'effet de levier aujourd'hui, avec du crédit immobilier, si je ne fais pas n'importe quoi, j'investis intelligemment, je vais effectivement accélérer mon développement patrimonial, quoi qu'il en soit. Ok, donc c'est Arthur qui posait la question. On n'attend pas que la loi de finances soit votée, on investit. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Et puis il y a du Pinel dispo, on a entendu. Oui, donc, attention, une partie du Pinel. Une partie. Thierry, le LMNP m'intéresse beaucoup. Alors, non, c'est LMP là, c'est loueur meublé professionnel. M'intéresse beaucoup. Est-ce que Capifrance développe des projets en loueur meublé professionnel? Absolument. En fait, on est en capacité d'intervenir sur tout type d'investissement immobilier. Le LMP, c'est pour tout le monde, pour Thierry et pour tout notre public. Le LMP, c'est simplement un statut de l'investisseur, c'est pas un produit immobilier, c'est ce qu'il faut comprendre. Et il y a des critères, il y a la frontière entre le non professionnel et le professionnel. Et évidemment, on a des clients qui sont LMP, bien évidemment, et qu'on accompagne. Donc la réponse est oui. Ludovic, avez-vous des exemples de villes intermédiaires avec une bonne rentabilité brute et nette? Bon, alors ça, après, c'est des conseils qui sont pas gratuits normalement. Il faut nous envoyer un mail, Ludovic, et on en reparlera. Mais on peut donner quelques villes comme ça. Ouais, j'ai cité Alès, je resterai sur cette ville. J'ai cité Alès tout à l'heure. T'es pas objectif après, mais bon. Non, mais je suis pas objectif parce que je m'intéresse à l'investissement dans la ville dans laquelle j'habite. Mais pas Pierre-Jean, tu as sûrement d'autres villes, toi qui connais. En fait, cette question-là, elle renvoie surtout à la rentabilité brute. Sur la rentabilité nette, je mets des bémols parce que ça va vraiment dépendre de ce que j'achète et comment ça se marie intelligemment avec mon profil, encore une fois. Donc c'est pas parce que j'ai une rentabilité brute élevée que ça fait du net élevé. Après, oui, il y en a d'autres évidemment. On pourrait en citer plein. Deux, trois pour répondre à Ludovic. C'est les agglomérations dont les prix ne se sont pas envolés. Il faut avoir en tête que les arbres ne montent pas au ciel. Et les prix immobiliers non plus, c'est-à-dire que quand j'ai déjà un haut niveau de prix de valorisation immobilière, le potentiel d'accroissement est forcément plus faible. Donc est-ce que dans ce que tu dis, Pierre-Jean, moi je comprends qu'il y a des villes intermédiaires, mais il y a peut-être aussi des périphéries de grandes villes qui sont intéressantes également. Absolument. Ok. Qui n'ont pas suivi
Et c'est pas forcément effectivement les villes elles-mêmes. Il peut y avoir de l'attractivité de territoire qui s'écarte un peu des agglomérations parce qu'aujourd'hui on a un mouvement aussi d'une partie de la population qui cherche plus de respiration, qui est une partie de la semaine en télétravail. Et si je prends un exemple, par exemple, Bordeaux est une agglomération qui est à maturité. Tu le citais en exemple tout à l'heure, Franck, je crois. Bordeaux est une agglomération qui est à maturité, avec des niveaux de prix qu'on peut considérer comme solides, on va dire. Mais aujourd'hui, on constate que la population bordelaise, il y a une partie des gens qui aspirent à s'installer en dehors de Bordeaux, et notamment en direction de l'océan. D'accord. Sur des territoires qui sont relativement peu peuplés, mais qui finalement deviennent très attractifs. Préciser un peu, là. Le mapping est plus clair. Ce n'est qu'un exemple, évidemment, mais là on va trouver des prix bien plus accessibles que sur l'agglomération elle-même, et pourtant on a de la tension. On a de la tension croissante sur ce secteur-là. Ce n'est qu'un exemple, parce qu'après c'est du chirurgical, faut analyser le territoire. Parfait, merci. Une autre question, Audrey, comment se former à l'investissement immobilier en tant que conseiller immobilier? Alors là, il y a plein de voies possibles. Il y en a une naturelle qui est de rejoindre un réseau qui a des formations et des outils pour faire ce métier dans de bonnes conditions, mais on peut aller au CNAM, il y a plein de formations qui existent pour apprendre ce métier. En tout cas, si on veut se former à l'investissement immobilier, c'est de l'ingénierie d'investissement, c'est un peu technique, et on peut recommander, Audrey, je ne sais pas quel est son projet, si elle veut faire ce métier, de l'aborder sérieusement, parce que c'est quand même technique. Vous avez utilisé des mots que tout le monde n'utilise pas, le TRI, tout le monde n'utilise pas, alors que tout le monde est concerné. Il y a plein de formations qui existent, il y en a chez Capifrance, mais on n'est pas là pour faire de la publicité, on est là pour faire de la publicité sur ce métier qui est passionnant au demeurant. Absolument, passionnant. Et effectivement, moi-même, j'ai suivi de la formation avant de rejoindre Capifrance. Et puis après, il y a l'école interne. On a aussi, au sein de Capifrance, pour en dire juste deux mots, on a aussi un club expert qui fonctionne. Donc on échange entre pairs, conseillères spécialisés investissement sur ces sujets-là pour échanger sur les problématiques d'actualité, pour entretenir et continuer à développer nos compétences sur l'axe investissement, parce que c'est très très vaste. Oui, bien sûr. Et c'est passionnant. Top. Anne, les taux d'emprunt sont différents si c'est pour une résidence principale, du locatif ou une activité commerciale? La réponse est oui, absolument. Ça risque d'être un peu plus cher pour le locatif? Oui, alors en fonction toujours des profils. C'est pas sûr. C'est pas systématique. Il n'y a pas de règle. C'est pas systématique parce qu'on voit des dossiers passer avec des taux très très compétitifs, y compris sur du locatif. Est-ce que la banque veut vous séduire ou pas? C'est une question qu'il faut lui demander. Est-ce que votre capacité d'épargne financière et vos revenus justifient qu'elle fasse un effort? De toute façon, rien n'est gratuit. Donc si vous avez un taux intéressant, c'est qu'elle va le récupérer quelque part d'autre. Et principalement, elle vous demande de laisser les actifs financiers au sein de son établissement, chose qui me heurte un peu, mais c'est un autre débat. Okay. Alors, je ne sais pas à quoi pensait Anne quand on parlait d'activité commerciale. Par contre, si c'est pour financer une activité commerciale, financer un achat d'un fonds de commerce, là, par contre, il va falloir prévoir de l'apport personnel, ça c'est sûr et certain. Et dans des proportions pouvant aller assez loin, de 30 à 50%. Vous avez exposé SCI versus non propre, que pensez-vous de la SASU IMO? Ah, ça commence à être technique. Ouais, c'est technique. Ça, moi, je proposerais plutôt un rendez-vous pour déliter, puisque je pense qu'on va perdre une partie de nos auditeurs. C'est une question très intéressante, mais il faut connaître l'objectif derrière. Ok. Jean-Baptiste, croyez-vous encore aux niches fiscales telles que le crédit d'impôt corse voué à disparaître? Oui, on rentre. On rentre dans l'ultra technique. Alors, y croire, ça fait partie d'une stratégie. Tant qu'il est disponible et que vous avez compris le mécanisme de l'investissement et que vous y accordez du sens et de l'intérêt, oui, allez-y. Moi, je crois qu'il faut de moins en moins croire aux niches fiscales et plus croire à son investissement. Et les choses vont peut-être rentrer un peu dans le rang, parce qu'on sait aussi que tous les dispositifs d'accompagnement fiscaux qui ont poussé l'investissement dans le neuf ont parfois été un peu, utilisés pas toujours de bonne façon par des promoteurs qui ont gonflé aussi un petit peu leur point, en disant il va économiser 10 ou 12 points, donc moi je peux mettre 5 points de plus. Donc moi je pense que tant mieux pour ceux qui en profitent ou qui en profiteront, mais
on peut envisager un investissement, et d'ailleurs tu l'as rappelé, il y a des multitudes d'investissements dans l'ancien qui ne bénéficient d'aucun avantage et qui sont de belles réussites patrimoniales et de rentabilité. En tout cas, sur les niches fiscales, effectivement, c'est plus trop dans l'air du temps et plus les années passent, moins on a d'opportunités en la matière, même s'il en existe encore. Et Franck l'a très bien dit, je crois, au début de nos échanges, ça ne saurait être un objectif. Finalement, quand je vais introduire une carotte fiscale dans un investissement immobilier, c'est un moyen de participer à son financement, mais c'est en aucun cas une finalité. Si j'en fais une finalité, c'est la meilleure façon de ne pas acheter le bon bien au bon endroit. Bien sûr. Ok. Michel, l'âge des investisseurs impacte-t-il le type d'investissement choisi? Forcément, on va dire. Parce qu'en fonction de l'âge de l'emprunteur et des garanties que va demander la banque, à un moment donné, il y a des investissements immobiliers qui ne pourront plus se faire. Mais si je pense que c'est le sens du message de la question de Michel. Ça a de l'impact effectivement par rapport. Et puis l'objectif aussi de cet investissement. Voilà, exactement. Ça a de l'impact par rapport au financement, mais ça a de l'impact par rapport à l'objectif qui est le mien en faisant de l'investissement. Et ça va dépendre de l'horizon qui est encore devant moi par rapport au moment. Soit je veux du rendement c'est très personnel. À quel moment je veux basculer? Je parlais tout à l'heure de 2 phases de vie de l'investisseur. À quel moment je veux vivre sur la bête que j'ai préalablement développée? Donc ça, c'est, oui, en partie une question d'âge. Alors Serge, partage d'expérience puis question. Sur de l'investissement locatif pour améliorer la retraite avec du périsol sur Brive, voilà une ville intermédiaire. J'ai constaté qu'avec la hausse des taxes foncières, assurance IRD, travaux à réaliser après 15 ans, à moins de forte plus-value à la revente, la rentabilité est très faible. Quel est votre sentiment face à ce constat? Alors, mon sentiment, il est forcément partagé. Merci pour ce partage d'expérience, parce que c'est une réalité. La hausse des taxes foncières concerne toutes les villes et tout le monde. Les travaux réalisés, bon, après 15 ans, si vous avez acheté dans le neuf, normalement, il n'y en a pas eu tant que ça, sauf si le promoteur, la construction n'était pas de grande qualité. Après, la rentabilité, c'est est-ce que l'avantage fiscal a été pris en compte dans son calcul de rentabilité? Il est fort. Mais mon sentiment, c'est que vous ne ferez pas de coup de fusil sur des investissements avec optimisation fiscale, ni en Malraux, ni en monument historique, ni en périsol, ni en Pinel. Moi, tous les investisseurs qui m'appellent en me disant je veux bien acheter, je veux acheter pas cher, ça n'existe pas. En revanche, maintenant qu'il a remboursé déjà 15 ans de prêt, donc il doit avoir une partie intérêt un peu moins, est-ce qu'il va le garder? Est-ce qu'il va augmenter sa rentabilité puisqu'il va diminuer son endettement va diminuer? Est-ce que derrière il va le transformer en meublé puisqu'il a plus l'avantage fiscal et l'amortir sur une nouvelle période de 20 à 30 ans? Est-ce qu'il va le démembrer pour ses enfants? Donc il y a plein de choses à faire, même si le sentiment et votre remarque est très justifié. Ok, merci Serge pour ce partage d'expérience. Question terminée, eh bien il est 12h57, on avait prévu un format d'1 heure, on est complètement dans le timing. Merci de nous avoir écoutés. Si vous n'avez pas pu vous connecter alors que vous étiez inscrit, il y a un replay qui vous sera adressé. Merci Pierre-Jean, merci beaucoup Franck, c'était très intéressant. J'espère que ça a peut-être généré des vocations, en tout cas de l'intérêt sur ce sujet. Et nous vous donnons rendez-vous fin novembre pour parler de vente par enchère, qui est une nouvelle façon de commercialiser des biens immobiliers. Merci de votre présence et à très bientôt. Ciao.